Bonjour à tous, ça me fait un grand plaisir, un immense honneur de pouvoir vous annoncer les personnes qu'on a. On a pas que des pilotes aujourd'hui, on a vraiment des légendes du sport automobile et qui en plus de ça ont porté l'automobile française à son firmament. Donc encore mieux. Régie. Titulaire d'une victoire en WRC, 4 victoires au Dakar, une victoire à Pikes Peak. Légende du groupe P, Ari Vatanen. Et avec 9 titres en WRC, recordman absolu avec plus de 80 victoires, plus de 900 scratchs et une victoire également à Pikes Peak, Sébastien Loeb. Bon, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux côte à côte là. Aujourd'hui, on est là pour parler tout d'abord de Pikes Peak. Pikes Peak, une montée légendaire, mais qui a eu des débuts presque inconnus à partir de 1916. C'est vraiment très vieux comme course. On va commencer avec toi, Sébastien. Comment tu as connu Pikes Peak ? C'est quand la première fois que tu en as entendu parler ? Bonjour à tous déjà. Je pense que j'ai découvert Pikes Peak comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire comme ça là en fait, en voyant le film de Harry qui à l'époque a été bien monté. On voyait pas souvent des images pareilles et puis avec de la glisse, une voiture impressionnante et ça faisait rêver. Ça fait rêver plein de monde. Je l'ai vu plein de fois. Je me dis waouh, c'est super et tout. J'aimerais bien faire ça un jour, être capable de faire ça. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait découvrir Pikes Peak. Après j'ai eu une petite carrière en rallye et puis un jour l'opportunité s'est présentée d'essayer d'imiter Harry avec un peu moins de coups de volant quand même parce que ça glissait un peu moins à mon époque, les voitures étaient très différentes mais des souvenirs incroyables. Quand tu as découvert cette vidéo, tu avais déjà le permis ? Tu conduisais déjà ou c'était avant ? Est-ce que ça a contribué à te donner envie de rouler vite avec des voitures ? Ça a contribué et puis quand on voit les passages ça donne toujours envie donc franchement je sais pas, elle est sortie en quelle année cette vidéo ? L'année de, je crois que c'est 87 ou 88, 88 ouais. C'est proche de mon permis en fait, j'ai eu mon permis en 92 je crois. Okay. Donc j'ai dû l'avoir avant. Donc il y a un monde où en passant le permis t'as fait le fameux geste. Là Pikes Peak à l'époque effectivement, comme tu dis, ça glisse beaucoup, c'était encore de la terre. Toi, tu as eu une expérience différente ? Oui, en fait, la route était la même, mais entièrement en asphalte. Donc, beaucoup plus d'adhérence, donc forcément beaucoup plus de vitesse. Une voiture adaptée à ça. Harry a une voiture avec en pneus terre, j'imagine. Ouais, alors que nous, on avait des slicks larges comme ça. Notre voiture était développée en fait par Peugeot à l'époque où finalement Peugeot Sport a décidé d'arrêter la compétition du jour au lendemain, comme ça arrive régulièrement chez les constructeurs, un changement de politique et puis ils décident d'arrêter, donc ils ont arrêté leur projet des 24 heures du Mans et l'équipe Peugeot Sport s'est retrouvée un petit peu sans rien, à chercher un programme pour ramener un peu de retombées, pour faire un peu de lumière et ils ont pensé à Pikes Peak parce que finalement ma voiture a été développée avec quasiment toutes les pièces de la voiture des 24 heures du Mans. C'est-à-dire que les trains roulants, les roues, les freins, même je pense une partie de l'aileron ont été implantés sur un châssis tubulaire qui a été conçu comme ça et ensuite ils ont mis toutes les pièces de la voiture des 24 heures du Mans dessus pour en faire un monstre parce que la voiture faisait 875 chevaux, 875 kilos, de l'appui aérodynamique, donc des vitesses de passage en courbe impressionnantes et c'est vrai que la première fois que je suis monté dedans, ça m'a fait bizarre. Peugeot, ils t'ont contacté directement ou c'est passé par le biais de Citroën pour ce truc-là ? J'étais déjà plus ou moins en contact avec Peugeot aussi. Ce passage, il nous a toujours impressionnés. C'est pas moi, c'est Stig. Ah, c'est Stig. Non, j'étais en contact avec Peugeot parce que Peugeot Citroën, c'est la même famille. Donc il y avait des liens et ça a été discuté avec Peugeot, surtout que j'étais déjà en contact avec eux auparavant pour potentiellement faire les 24 heures du Mans avec la Peugeot et ça s'était finalement pas fait mais voilà. Donc toi quand ils te contactent, la voiture elle est déjà en cours de préparation ou ils ont attendu d'avoir ton go pour dire on fait la voiture ? Ils étaient partis pour le faire, j'étais leur pilote, le choix numéro
numéro 1 de leur pilote. Mais si je ne l'avais pas fait, ils auraient probablement pris quelqu'un d'autre. Ils avaient de toute façon le projet de faire Pikes Peak avec une Peugeot. Et tu sais combien de temps ils ont mis pour la développer? Genre, ça a été hyper rapide? Ça a été hyper rapide. Comme dit, les pièces étaient déjà sur les étagères. Donc, bien sûr qu'il y a eu beaucoup de travail autour, mais honnêtement, en durée, vu que j'étais pas tout à fait dans le projet dès le début, je sais pas. Mais c'est un truc qui s'est fait en un an ou un an et demi, je ne sais pas, mais rapidement en tout cas. Et en plus, tu l'as récupérée cette voiture? Je l'ai récupérée. D'ailleurs, c'est la vraie qui est juste à côté. Parce qu'il y a une maquette qui est au musée Peugeot, c'est ça? Il y a une version. Il y a une non maquette ou deux qui se promènent, mais celle qui est ici, c'est la vraie. C'est la vraie. Effectivement, je l'ai rachetée. Elle est toujours roulante, on l'a vu au Red Bull Motormania, elle a toujours la pêche. Ah, elle a toujours la pêche, ça fait toujours des sensations et ça rappelle des souvenirs quand j'ai l'occasion de remonter dedans. Ouais. Et en plus, tu as réussi à mettre un baquet passager, je crois, pour faire des petits tours à des privilégiés. On a réussi à installer un petit baquet passager, alors il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer. Harry est monté il y a 3 jours dans la Dacia, mais dans celle-là, je pense que ça ne montera pas quand même, parce que là, il est quand même un peu grand. Je pense qu'Harry, celle-là, il a envie de monter, mais derrière le volant, moi. Ah, Harry, t'aimerais bien la conduire, cette voiture? Ma voiture de Pikes Peak, celle-là, tu peux la conduire toi-même. Ah, mais sur la terre, non? Non, c'est trop bien. Quand c'est goudronné, c'est complètement différent. Tu dois être vraiment très précis. Et si tu fais si la trajectoire n'est pas correcte, Pikes Peak, ça peut mal terminer. Moi, je trouve que quand c'est la terre, tu peux jouer plus. C'est plus facile pour moi rouler sur la terre que sur la goudron. Ouais, pour moi aussi, c'est vrai que je pense que les sensations sur la terre, en fait, c'est beaucoup plus impressionnant. Ça glisse, c'est joli à voir. Mais pour nous pilotes, c'est plus facile de conduire sur de la terre que sur de l'asphalte, parce que on sent les choses. La voiture est toujours en glisse que sur de l'asphalte avec un proto comme ça. Si la voiture décroche, c'est vite trop tard. Donc, je pense qu'il a dû prendre beaucoup de plaisir à faire la montée sur la terre aussi. Je me suis amusé sur l'asphalte, bien sûr, mais je pense sur la terre, ça devait être incroyable. Cette voiture telle qu'elle est développée, elle pourrait rouler sur de la terre? Non, elle n'est pas faite pour. C'est ingérable. Ça serait ingérable. Ça serait probablement ingérable. Déjà, il y a beaucoup trop de puissance finalement pour ce qu'on peut passer au sol. Et les suspensions, etc., tout ça, c'est développé pour rouler sur l'asphalte. En tout cas, c'est un sacré joujou qu'ils ont fabriqué là quand même. Toi, c'est le truc le plus violent que tu aies conduit dans ta carrière? Oui, ben, clairement. La première fois que je suis monté dedans, à partir du moment où j'avais dit oui pour le projet, Pikes Peak, un jour la voiture est sortie d'usine, on est allé sur un petit circuit, je ne sais plus exactement où, dans l'ouest de Paris, et j'ai découvert, je suis monté dedans pour la première fois, sur une piste dégagée, etc. Je me suis dit, wow, la brutalité de l'engin et tout, comment je vais faire pour réussir à rester sur la route sur une course de côte? Puis au final, j'ai appris à la dompter. On n'a pas fait beaucoup d'essais, on a fait une petite séance au Ventoux qui était très sympa. Et puis après, c'était des petits roulages là-bas sur place, sur un petit circuit, mais il n'y a pas eu de gros développement de fait et la voiture était bien née. Par rapport à un rallye asphalte avec les WRC que tu as pu connaître, ça change complètement la manière de rouler? Ça n'a rien à voir. Enfin, les trajectoires restent les mêmes, hein, bien sûr, mais les vitesses de passage, les points de freinage, la puissance, la gestion de la puissance et tout, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'appui aérodynamique, comme je disais. Donc il y a des vitesses de passage en courbe par moment. Sur la montée, je sais qu'on avait pris 247 et il y a certaines courbes qui passent à 220 en plein appui. Et là, on se dit, faut que ça se passe bien quand même. Oui, mais d'ailleurs, tu as éclaté le record à l'époque et il a tenu pendant un bon moment, je crois. Il a tenu un certain temps. Ouais, il a été battu. J'ai toujours le record en voiture thermique, mais c'est clair que aujourd'hui, quand on voit les voitures électriques, la performance que ça peut avoir, alors c'est court, hein, c'est pas au Dakar qu'on va gagner en électrique pour l'instant, mais sur une course de côte où l'électrique peut développer toute la puissance pendant 8 minutes, ça devient très difficile de rivaliser. C'est sûr que Pikes Peak, ça doit être un laboratoire assez cool pour les constructeurs parce que tu n'as pas besoin d'avoir autant d'efficacité sur la longue durée que sur d'autres types de compétitions, et au moins tu viens, tu sais que comme tu dis, tu fais tes 8 minutes et tu peux prouver quelque chose, quoi. Hier tu as dit un truc que je trouvais intéressant, c'est que tout le monde se fait une idée immense de Pikes Peak de par l'aura que ça a, mais tu dis c'est organisé comme une course de côte régionale en fait, c'est une petite organisation. En fait, je pense que Pikes Peak est devenu connu chez nous. Je pense vraiment que c'est grâce à Harry et au film qui a été produit à l'époque. La remise des prix de Pikes Peak se déroulait dans une tente, dans l'herbe, avec les pieds dans la terre. C'était pas un grand réceptif, etc. Et puis il y a
tout type de voiture là-bas. Il y a tout et n'importe quoi. Il y en a qui partent avec des réacteurs. Enfin, il y a vraiment des passionnés qui bricolent leur voiture dans le garage, qui arrivent. Alors, il y a aussi des équipes plus ou moins professionnelles qui arrivent avec des voitures très performantes. Mais il y a vraiment de tout. C'est un petit peu un autre monde. Et puis, et quand on est en train de monter comme ça et qu'on voit que les nuages, on sait qu'à côté c'est le ravin, mais on le voit pas forcément. On est dans la voiture, mais c'est une sensation particulière. On passe la ligne d'arrivée à plus de 4000 mètres. On est dans un autre monde en fait. Sur une voiture aussi performante, tu sens une différence au fur et à mesure de la montée? On sent un peu, mais la voiture était adaptée à ça. C'est vrai que, en fait, un moteur thermique, normalement, perd à peu près 10 chevaux de puissance par 1000 mètres. Donc à 4000, on est censé perdre 40% de puissance. Donc ça ferait beaucoup. Et avec des moteurs turbo, le turbo compense en tournant de plus en plus vite, plus on monte. Ça compense la perte de puissance. Ça compense pas tout, mais ça en compense une partie. Ouais. Et après, il faut faire attention aussi parce que comme c'est des voitures qui marchent avec de l'appui aérodynamique, l'air est moins dense en haut, donc on a moins d'adhérence. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens? C'est un petit peu, dans le rapide. Ouais. Tu as beaucoup de recos. Enfin, tu l'as fait combien de fois avant le run victorieux? Déjà, je l'avais bossé beaucoup en vidéo avant sur des caméras embarquées que j'avais trouvées sur Internet, histoire de mémoriser déjà un petit peu la route. Puis j'ai fait des reconnaissances sur place avec Daniel. À l'époque, j'étais parti avec Daniel et Léna. On avait fait 2 passages de reco, comme en rallye en fait, et il prenait les notes. Et à partir du 2e passage, je lui ai dit bon, maintenant, c'est moi qui vais essayer de dire les notes, et si je dis des erreurs, tu me rappelles en fait. Parce qu'en rallye, c'est le pilote qui prend les notes, c'est le copilote qui les écrit. Et donc j'ai fait ça, et à partir du 3e tour, c'est moi qui lui annonçait les notes, il corrigeait mes erreurs. Quand je lui disais droite 120, il me disait il y a un plus là, ok, machin. Jusqu'à être capable de réciter par cœur toutes les notes de toute la montée. Et puis après, effectivement, il y a les séances d'essai qui se déroulent tôt le matin. Donc il doit y avoir 2 ou 3 jours dans la semaine avant la course où le matin de 6h à 9h ou 8h30 on peut rouler. Ensuite c'est ouvert au public parce que c'est une zone touristique. Donc voilà, on roule de 6 à 9. On fait je pense 2 ou 3 passages partout. C'est pas en une fois, elle est morcelée en plusieurs, en 3 morceaux. Donc il y a un jour on fait le premier morceau, le deuxième et le troisième morceau. Et puis après c'est le jour de la course et on essaye d'enchaîner les 3. C'est quelque chose que tu aimerais refaire un jour? Écoute, pourquoi pas, mais globalement aujourd'hui si je voulais y retourner, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller moins vite que ce que j'ai fait. Et avoir une voiture qui va plus vite que celle-là, il faut un vrai team, une usine derrière qui développe une vraie voiture pour le faire. Donc aujourd'hui, ça fait pas forcément partie des projets. On va laisser ça à Harry. Harry, tu vas y retourner en BMW peut-être? Je crois que c'est légèrement trop tard maintenant, oui. Parce que je ne peux pas rouler que sur la terre. Oui. Bon, on va parler de ton expérience. Comment c'est arrivé? Comment ils t'ont approché justement toi pour te dire tiens, on va aller à Pikes Peak et on a une voiture qu'on a fait pour ça? Sincèrement, je ne sais pas. À l'époque, peut-être même toujours, mais c'était comme marché commercialement parlant, c'était difficile toujours. On n'est pas le premier Européen qui peut aller. Il y avait Michel Mouton. L'année précédente, peut-être 2 années précédentes, Michel Mouton était déjà là. Et Pikes Peak est aussi aux États-Unis. C'est légendaire. Évidemment, c'est Indianapolis, mais Pikes Peak est aussi vieux que Indianapolis et était toujours dominé par les 2 familles américaines, Andretti et Anser, les 2 familles qui sont impliquées partout. Et imaginez, il y a une femme française qui vient d'un coup, qui va aller plus vite que les Américains. Et je crois peut-être c'est ça qui a donné une idée à Peugeot pour y aller. Parce que le record était fait, c'était Michel Mouton et Walter Röll. C'est Walter qui avait fait le record. Ils étaient sur Audi, c'est ça? Oui, Audi. Et moi, j'ai failli mourir en Argentine en 85. Je suis revenu à Paris-Dakar en 87. La vie a recommencé. Et la même année, 6 mois plus tard, on est allé à Pikes Peak. Et pour moi, c'était très important parce que quand j'ai failli mourir en Argentine, Dakar 87, c'est pas vraiment une question de vitesse. Ok, c'est eu la chance de gagner, mais c'est pas à la même vitesse qu'un lac comme Monte Carlo. Tu ne peux pas en dessert, tu ne peux pas rouler comme ça. Et quand on est allé à Pikes Peak, on a sans doute loué la piste et c'était toujours beaucoup moins vite que les temps de Walter Röll de l'année précédente. Et moi, je pensais que vraiment, je ne suis plus le même mari. Pourquoi? Parce qu'après mon accident, j'avais un manque d'oxygène dans mon cerveau très très grave, parce que normalement, le niveau d'oxygène c'est presque 100%, et le mien le plus bas, après l'opération, n'était que 20%. Et on a appelé ma femme venir à l'hôpital, votre mari est en train de mourir. Il y avait ce manque d'oxygène. Et moi, j'ai sincèrement pensé que je ne suis plus comme j'étais, que mon cerveau ne marchait plus, parce que c'est mon premier vrai test de vitesse. Et tous les jours, nous sommes moins vite que
Walter Röhl l'année précédente. Walter Röhl est venu en 87. Après nos tests privés, on a les qualifs, comme je sais, les qualifs officiels 3 matins. Et 4e matin, on a des espèces de séances d'essai pendant 3 matinées. Et 4e matin, c'est les qualifs. Et les 3 matins, je suis toujours moins vite que Walter Röhl. Mais vraiment, clairement, moins vite. Et parce que Walter était là. Et je me suis dit, ce manque d'oxygène, alors arrivé n'est plus comme il était. Et dernière nuit, nous avions un ingénieur fantastique qui nous a fait gagner partout, champion du monde, Paris-Dakar, il a même été impliqué sur 905, Jean-Claude Vocard. Et tu sais de quoi il était capable. Jean-Claude Vocard, c'est un ingénieur que dans sa jeunesse, il avait fait des rallyes avec sa femme, avec Sim Camille. Alors dernière nuit, juste avant les qualifs, Jean-Claude, il a une idée. Les mécanos étaient déjà très fatigués parce qu'on se levait très tôt chaque matin, ils ont bossé. Jean-Claude a une idée, on va rajouter à l'arrière 2e aileron, une idée. Et ils ont travaillé toute la nuit, ils ont réussi les mettre sans aucune séance d'essai, rien, et directement sur la ligne de départ. Et au bout de 3 virages, waouh, je sentis que quelqu'un m'avait donné des ailes. Et cette feeling, et je suis arrivé, quand on fait les tests pendant 3 matins, on fait un tiers de parcours. Et que le qualif, tu fais le demi-parcours, c'est-à-dire 10 km. Et on est arrivé là, Walter avait déjà fait il était devant moi, et j'ai vu le temps de Walter, et il lieu d'être 3 secondes moins vite comme habituellement chaque matin, c'était 2-3 secondes plus vite. Et vous comprenez, pour moi, c'était comme quelque chose, oui, malgré mon accident, malgré mes blessures, malgré le manque d'oxygène, finalement, Dieu m'a donné la même santé. C'était pour moi un moment, j'avais vraiment larmes dans les yeux. Et que finalement, je suis comme j'étais. Et après, ce qui s'est arrivé dans la course, juste avant d'arriver au sommet, le tuyau de turbo s'est détaché. On n'a pas gagné, mais alors c'était comme ça. Ça, c'était donc l'année avant celle où tu as gagné, c'est ça? C'était 87. Oui, c'est l'année après, on a fait le film. Mais il y a une chose que je pensais, par exemple, quand on a loué je crois que c'était 88, pas 87, 88. Quand Jean-Claude a loué la piste, il fallait la libérer à 9h le matin parce que c'est ouvert pour le public. Tu payes $10 et tu montes tout en haut. C'est un parc national, c'est ça? Ouais. Oui, exactement. Alors, on a loué la piste et dès que le soleil se levait, on a commencé à essayer les voitures. Et je pars avec Jean-Claude Vocard, justement, il est à côté de moi. Et tout au sommet, il y a un restaurant. Et la route est fermée pour nous. Il n'y a pas que nous. C'est tôt le matin, il y a des commissaires partout. On a payé la peau de fesses pour avoir la piste. Il n'y a que nous. Et tout au début, quand tu parles au départ, en fait, ça descend un peu. De 3e virage, c'est à gauche, en descendant. Et on attaque à fond avec Jean-Claude. Il y a un camion de citerne qui vient en face. Camion de citerne énorme. Heureusement, c'était la virage à gauche. Quand il est venu, c'était pu éviter partir à droite. Si c'était le virage après, et on nous a encastré sur un camion, parce que le matin, un peu plus tôt, ce camion de citerne est monté, c'est pour me porter de l'eau au restaurant. Après qu'il a vidé, il est revenu et le commissaire avait dit à la commissaire jusqu'à la ligne de départ qu'il y a un camion de citerne qui vient, mais lui, il a un court-circuit, il nous laisse partir quand même. Moment comme ça. Ouf. Donc ça, c'était pendant que vous faisiez la vidéo? Les reconnaissances qu'on a loué la piste. Oui. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. En gros, la vidéo, vous l'avez fait à 1 heure beaucoup plus tôt que la vraie course. C'est pour ça que tu avais le soleil dans les yeux? Pendant la course, tu n'as pas eu le même problème? Non, évidemment non. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Mais l'homme est faillible. Mais... Vous voyez tous de quoi on parle, hein, évidemment. Ouais. On va arrêter de l'embêter avec ça parce qu'on disait ça hier. Tout où il va, tous les gens qui le croisent font le geste. Voilà. Je pense que... voilà. À chaque fois que vous voyez le soleil dans votre voiture, vous pouvez penser à Harry. Mais en tout cas, merci à Harry. Si j'avais une question, est-ce que la 405 T16 que tu avais pour Pikes Peak était vraiment très différente à conduire que celle du Dakar? Ça n'avait rien à voir? Oui, évidemment, c'était 900 kilos, 600 chevaux à peu près.
évidemment pas aussi vite que celle de Seb plus tard, mais même ça était accélération de 0 à 200 à l'heure était moins que 10 secondes. C'était vraiment rapide. Et c'était comme la terre, la roue patinait beaucoup. Et cette fameuse dont tu as parlé un peu, cette parasoleil, c'était parce que justement c'était fait tôt le matin. On n'a pas monté pour faire un film, c'était séance d'essai pour régler le moteur, les turbos, les suspensions, etc., etc. On a profité pour faire un film aussi en même temps. Mais personne n'avait pensé, il n'y avait pas de script, rien. Personne n'avait pensé que le sol est très bas et le reste de l'histoire, vous connaissez. Dans toute la partie qu'on est en train de voir, là, effectivement, nous aussi on essaie le matin, on voyait rien. T'arrives, il n'y a plus d'arbres, ça devient, on voit plus que le ciel devant et en plus le soleil, il y a toute une portion, on voit rien. Puis comme les voitures sont développées pour rouler l'après-midi, parce que la course est l'après-midi, ben, il n'y a pas forcément de pare-soleil. Donc, T'as eu le même souci, vraiment? Ouais. ah oui, il y a des endroits où on voyait rien. Eh ben, en tout cas, voilà, 2 générations en Peugeot, Pikes Peak, et vous avez tous les 2 gagné, c'est cool. C'est quand même fou. On peut les applaudir, je pense. Merci. Ce qui est rigolo avec Harry, c'est qu'on a plusieurs points communs quand même. On a 2 victoires à Pikes Peak à 2. On a 10 victoires en championnat du monde des rallyes. On a gagné, imaginez, on a gagné 10 fois champion du monde. On est très fort. Sans rentrer en détail. Et 4 fois le Dakar. Hein. À 2, 4 fois le Dakar aussi, hein, sans rentrer dans le détail. Seb, tu vas l'année prochaine, tu vas gagner. Effectivement, ouais, dans votre palmarès à 2, il est très complet, si on fait la moyenne. En parlant de rallye, justement, on va revenir à toi, Seb. On se refait un petit récap. Tes tout débuts, t'en parlais un petit peu hier. Ah oui, les tout débuts. Un truc que tout le monde pouvait faire. Pendant des années, moi je l'avais fait aussi, c'était trop cool. Rallye jeune. Ouais. C'est sûr que moi c'est parti de pas grand chose. Personne dans ma famille n'était passionné de sport auto. Mon père faisait bien quelques travers avec la montage GTE et moi j'avais le sourire derrière, mais bon, ça n'allait pas plus loin que ça. Et puis ensuite j'ai passé mon permis. D'abord j'ai fait quelques courses en mobilette où déjà j'étais plutôt pas mal. À l'époque il existait un championnat de courses de mobilette. Ça se passait sur des pistes qui étaient tracées sur des parkings et donc je me suis inscrit un petit peu à ça parce que j'ai des copains qui en faisaient et de temps en temps j'en ai remplacé un ou l'autre. Enfin, c'est arrivé 2 fois et à chaque fois je me battais avec le champion d'Alsace. Enfin, j'étais toujours devant, à impressionner tout le monde, mais bon, c'était mon plaisir. Puis ensuite, quand j'ai passé le permis voiture, ma seule passion, c'était ma voiture. C'était de passer les virages parfaitement dans les champs. Qu'est-ce que tu avais comme voiture? D'abord, j'ai eu l'Ascona de mes parents. Ouais. Pendant 2 mois, puis j'ai cassé le moteur a cassé. Je sais pas pourquoi. Hein. Et puis ensuite, j'ai eu une R5 GT Turbo. Et puis ensuite, c'était il y a une Fiesta Turbo, des 205 GTI, bref. Mais il y en a combien qui ont survécu? La GT Turbo, elle a cassé. Elle a l'arrière qui s'est enfoncé un peu, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, bref, et ensuite, effectivement, je voyais bien que j'étais plus habile que la plupart de mes copains, mais bon, j'avais pas d'argent, j'étais pas prêt pour partir faire de la compétition, j'ai même pas j'osais imaginer qu'un jour j'en ferais. Puis d'un coup, je vois une sélection rallye jeune qui était, il fallait s'inscrire dans une concession Peugeot, ça coûtait l'équivalent de 15 €, donc je dirais que tout le monde pouvait se le permettre, et je me suis dit, tiens... Enfin, je vais pouvoir faire la course avec quelqu'un et m'inscrire à une compétition. En fait, c'était presque plus pour le plaisir d'aller faire la course contre quelqu'un. En fait. Puis je me retrouve à gagner les sélections régionales, à me retrouver en finale nationale, et puis d'un coup faire les meilleurs temps en national. Et ce qu'il fallait faire, c'était quoi? C'est des parcours, c'est des sélections sur, à la base, la première sélection, parce que vu que tout le monde peut rouler. Faut faire le tri parce qu'il y en a qui peuvent faire vraiment n'importe quoi. Donc c'est sur un parking avec des plots. Le premier parcours, slalom entre des plots, demi-tour au frein à main, revenir entre les plots, arrêter. Okay. Et puis ensuite, donc là il y a un tri qui se fait. Il y a un temps de base. Tous ceux qui sont en dessous du temps de base sont qualifiés. Tous ceux qui sont au-dessus sont éliminés. Puis après ça va de plus en plus loin dans le truc jusqu'à arriver à une petite finale régionale. Les 2 meilleurs sont qualifiés pour la finale nationale et puis après on se retrouve tous quelque part sur un circuit et puis de là tout le monde s'affronte, c'est toujours contre le chrono hein, et puis je me retrouve à faire le meilleur temps absolu de la finale nationale. Donc les journalistes m'interviewent, tout ça, t'as gagné, c'est génial, tu gagnais une saison de rallye, donc le rêve. Et puis ça s'arrête parce que le jury décide que c'est pas moi qui étais le plus rapide, enfin si, que j'étais le plus rapide, oui, mais c'est pas moi qui roulais le mieux. Bon, bref. Et donc, je rentre chez moi en pleurant, hein, c'est fini hein, l'histoire. J'y retourne l'année d'après quand même, parce que j'ai
pas d'autre solution. Je regagne les régionales, je me retrouve à dominer toute la finale nationale. Dans la dernière manche, je fais une erreur. Et puis suite à ça, je suis contacté par Dominique Heinz, qui m'a permis de débuter le rallye en fait. Il m'a contacté, il me dit tiens, on peut peut-être faire un truc ensemble. Je suis allé le voir, on a discuté, il m'a proposé de trouver une solution pour me faire des petits rallyes. On a commencé comme ça. J'ai gagné ma catégorie dès le début. À chaque fois que je sortais, j'étais devant tous les autres qui avaient les mêmes voitures. Et puis voilà, c'est parti comme ça, jusqu'à monter en formule de promotion Citroën. Donc les formules de promotion, c'est des formules où tout le monde a la même voiture et donc c'est vraiment le pilotage qui fait la différence. Donc j'ai fait la formule de promo. La première année, c'est encore passé limite. La deuxième année, je gagne la formule. Citroën commence à s'intéresser à moi et puis voilà. Et la suite, je pense qu'on la connaît presque tous. Ils m'ont mis une voiture à dispo d'abord sur les championnats de France Terre. En résumé, je ne peux pas raconter toute l'histoire, sinon on finira jamais. C'était les Saxo au début, ça. C'était une Saxo en championnat de France Terre. Je gagne le championnat de France Terre. Ils me mettent une voiture sur la dernière épreuve du championnat de France Asphalte avec une Xara au Var. Je gagne le rallye. De là, ça les motive à me faire le championnat de France des rallyes l'année d'après. Je gagne le championnat. Fin d'année, eux arrivaient juste à ce moment-là en WRC en mondial. Ils me mettent une voiture à dispo au San Remo et je fais deuxième du rallye en bagarre avec Panizzi jusqu'à la dernière spéciale. Donc à partir de là, ça c'était le vrai déclencheur. Jusque-là, j'ai essayé de contacter Subaru, Mitsubishi. Oui, bonjour, est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un pilote d'essai ou quelque chose? On te rappellera. Oui, voilà. Ce jour-là, tout le monde m'a appelé. Et puis par fidélité, parce que Citroën m'avait permis d'en arriver jusque-là et parce que je croyais en eux, j'ai décidé de rester avec Citroën et de faire ma carrière avec eux. À ce moment-là, c'était encore la Kit Car ou c'était déjà la 4 roues motrices? En WRC, à partir du moment... En France, j'ai toujours roulé avec la Kit Car à l'époque. Et par contre, en championnat du monde, c'était la 4 roues. Parce que les Kit Car roulaient sur les mêmes... Tu pouvais te retrouver en face de WRC à l'époque où tu avais la Kit Car quand même, c'est ça? Peugeot et Citroën ont fait des piges en mondial sur l'asphalte à une époque où la réglementation permettait aux Kit Car de rivaliser avec les WRC. Donc une 306 Maxi, enfin je sais pas si c'est les 306 ou les Xara qui ont gagné finalement, mais ont gagné le Tour de Corse et l'Espagne devant des WRC. Ce qui montre aussi l'évolution d'une WRC actuelle, parce que quand on voit le niveau de performance de ma 306 et le niveau de performance d'une WRC actuelle, mais il y a un monde énorme. Dano est avec toi depuis le début. Comment tu le connaissais? Avec Daniel, on s'est rencontrés la première saison en 97. Ma première saison en 106. Moi, je roulais, j'avais mon tout premier copilote, c'était Dominique Heinz, qui m'a appris à prendre des notes parce que je connaissais rien au rallye en fait. Et ensuite, j'ai fait de la saison avec différents copilotes et en fin d'année, à la dernière épreuve, on s'est rencontré avec Daniel parce que lui était copilote d'un autre pilote. Okay. Et on partageait un gîte de temps en temps pour que ça coûte moins cher, l'hébergement pendant les reconnaissances, tout ça. On louait un gîte à plusieurs équipages. Et donc, j'étais dans le même gîte que Daniel. Okay. Donc on avait sympathisé là-dedans. Son pilote a arrêté à la fin de l'année. Mon copilote avait été terrorisé ce week-end-là parce que j'avais tordu le train arrière de la voiture. Et on ne pouvait pas réparer l'assistance. Donc j'ai fait tout le rallye avec la voiture comme ça. Donc j'ai dit à l'assistance, mettez-moi au moins le volant droit. Donc ils m'ont mis le volant droit, la voiture comme ça, et au fur et à mesure j'ai pris la mesure de la voiture et après je gagnais les spéciales comme ça. et mon copilote, il voulait abandonner, il me dit non mais on peut pas, c'est trop dangereux, etc. Et puis donc lui il a arrêté, le pilote de Daniel a arrêté. On a fini la soirée dans un bar, on va dire. Et puis on a sympathisé et on a dit tiens, pourquoi on partirait pas tous les deux? Et puis c'est parti comme ça. C'est les meilleures histoires. Ça a bien marché, hein? Ça bien marché. Harry, on va revenir un petit peu sur ta période WRC, même si je crois qu'à l'époque ça s'appelait pas, enfin il n'y avait pas cet acronyme là, c'était. Déjà t'as commencé comment toi? Parce qu'on m'a demandé moi et toi. C'est trop long. En cours. Non, c'est un peu similaire à Seb. Je suis loin de tout en Finlande. Et mon père mort dans un accident de voiture, ça avait 8 ans et c'était dans la voiture. Alors j'ai vu mon père mourir et après il n'y a plus de voiture, plus de père dans la famille. On est loin de tout, mais les rêves d'où viennent les rêves? Comment on peut le savoir? Et je ne connaissais personne. Et 4 ans plus tard, ma mère a obtenu le permis de conduite, ça fait 12 ans. Rallye est venu pour la première fois à jamais dans notre petit village, Tuupovara, et 2 heures le matin, et j'étais là 10 heures le soir, assis sur un talus. Et 2 heures le matin en Finlande, c'est mi-juillet, c'est pas obscurité, c'est beaucoup de lumière, c'est fantastique. Et
Premier Volvo Blanche vient, je suis complètement fasciné par ce que je vois et commence à rouler avec la voiture de ma mère qui était petite Opel Kadett. Mais évidemment, ma mère dit, mais Harry, une personne de notre famille ne te suffit pas. Quand il a vu comment je voulais conduire tout de suite, elle a fait la référence évidemment à notre père qui était mort 4 ans plus tôt. Et souvent, mis l'alarme à minuit, 1h le matin, mon petit frère qui avait 4 ans moins que moi, j'avais peut-être 13 ans, lui avait 9 ans, et je me lève 1h le matin. Et évidemment, ma mère elle pouvait rien faire, ma mère. Alors, elle était au courant. C'est puis la voiture de ma mère. Et en Finlande, l'Est Finlande à l'époque, en tout cas, c'est très rural. Je n'ai pas pu aller vers le village parce qu'il y avait le centre du village était éclairé. Mais je suis parti dans l'autre sens. Et je savais qu'il y a très peu de trafic. Et comme ça, tout seul. Je demandais des fois à mon frère, tu viens? Non, toi tu vas. Et il a tourné sur son lit et moi je suis parti. Et comme ça, et on a trouvé des notes. J'avais laissé, je suis rentré à la maison 4h30 et laissé les petites post-it à ma mère. Non, ma mère, ne t'inquiète pas, tout ça s'est bien passé. On doit s'entraîner. Puis j'ai commencé à faire les petits rallyes. Mais tout au début, je pensais que je vais arriver vraiment nulle part. Je ne pensais pas avoir la vitesse. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins cher faire des rallyes. Descendre avec Zeb, c'était beaucoup plus cher. Moi, j'avais un petit Opel Kadett Rally. Évidemment, ma mère aidait à financer cette petit rallye Kadett. Mais c'était bien pour commencer. Après, j'ai réussi à acheter Ascona, Opel Ascona, qui était utilisé dans le championnat de Finlande. Et j'ai gagné un rallye, ça fait 22. Je connaissais toutes les rallyes à l'époque en Finlande, c'était sa reconnaissance. Et Hannu Mikkola est venu faire un petit rallye dans mon coin où je connaissais toutes les pistes. Lui, il ne connaissait pas. Moi, j'ai un avantage. Je connaissais chaque virage. On avait dit que tu faisais court. Hein, oui, c'est ça. C'est comme ça. En tout cas, on vous remercie. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous.